Legacy of Kings est un album fondateur dans l'histoire du power metal et c'est un album qui a une histoire absolument incroyable. Cette vidéo va faire suite aux deux précédentes vidéos que j'ai faites, la première sur l'histoire d'Hammerfall et la seconde sur la sortie de Glory to the Brave. Ce que je propose pour commencer tranquillement, c'est qu'on s'intéresse à une interview d'Oskar Droniak où il revient sur plusieurs points que j'ai oublié de mentionner sur les précédentes vidéos et il revient également sur le fait qu'ils vont commencer à composer leur premier album Legacy of Kings et on va voir dans quel état d'esprit ils se trouvaient à ce moment-là. Il revient dans un premier temps sur le nom d'Hammerfall. J'avais dit qu'il venait du roman de Stephen King The Atomic Knockers où on voyait le mot Hammerfall, mais en fait il y a également un morceau de Warlord qui est une grosse influence pour Oskar Droniak, qui s'appelle Lucifer's Hammer, où on entend les paroles The Hammer will fall on you. Donc c'est probablement également de cette musique qu'est venue l'inspiration du nom Hammerfall avec le roman de Stephen King. Et d'ailleurs Oskar l'a pas mal de fois répété dans des interviews où en fait il cite les deux œuvres comme inspiration pour avoir trouvé le nom du groupe. Par ailleurs, on a vu que les principales influences d'Hammerfall, c'est surtout Accept, Stormwitch, Warlord ou encore Judas Priest, mais dans cette interview, il va citer un peu plus de monde et je trouve que c'est très intéressant de le mentionner. Dans les classiques, on a Riot, Manowar, Iron Maiden, Dio et également Helloween, grande surprise, hein. Tous les groupes de power metal de cette époque avaient énormément écouté les albums d'Helloween, hein, notamment les Keepers of the Seven Keys. C'est pas étonnant de voir ce nom apparaître dans la liste, mais on a également voilà, les Allemands de Running Wild avec leur power speed metal assez intéressant qui était dans les pionniers du genre, et également Joachim Kans qui participait à cette interview dit également qu'il adore le groupe Demon. En revanche, l'intervieweur lui demande est-ce que Stratovarius ça fait partie de vos influences, et là ils disent absolument non, Stratovarius pas du tout, mais ils respectent beaucoup leur musique, mais par contre ils ont leur propre style et eux également. Ils reviennent également sur le fait que Jesper Strömblad et Glenn Ljungström étaient dans les crédits de Glory to the Brave, hein. On rappelle ces deux membres qui ont quitté le groupe pour aller chez In Flames. C'est intéressant parce qu'en fait ils l'assument dans cette interview que leurs noms ont été laissés pour essayer d'attirer un petit peu les fans d'In Flames, mais qu'en même temps il était pas très à l'aise avec cette idée parce qu'il avait peur que les fans de death metal mélodique écoutent Hammerfall et se disent mais c'est pas du tout du death metal mélodique. C'est également pour ça qu'Hammerfall met tout en œuvre pour positionner Hammerfall comme un groupe de power metal afin d'éviter la confusion, et Oskar conclut en disant qu'il aimerait bien que Hammerfall ait sa propre identité, son propre style, et que donc les fans viennent écouter du Hammerfall pour du Hammerfall. Sur le nom de l'album Glory to the Brave, on avait vu que c'était une musique qui était dédiée au grand-père de Joachim Kans, mais le nom en fait a été tiré d'un film qui s'appelle Ivanhoe, qui à chaque nouvel an passait en Suède à la télé, et en fait même dans la fiche du film Ivanhoe, j'ai vu qu'il y avait écrit un groupe populaire de heavy metal suédois Hammerfall a nommé son premier album Glory to the Brave en s'inspirant d'une réplique du film. Donc ça je l'ignorais, et donc ça vient vraiment du film Ivanhoe. Le premier titre qui avait été imaginé pour l'album était Still Meet Still, mais au final il trouvait que ça faisait un peu trop cliché. Glory to the Brave c'est quelque chose qui a un peu plus un double sens, on peut y trouver un registre épique, voilà, les combats, la bravoure des guerriers, la gloire qu'ils obtiennent, et en même temps une sorte de reconnaissance envers les groupes de heavy de l'ancien temps. C'est vrai que c'est un meilleur titre que L'acier rencontre l'acier, qui est un peu, voilà, boom tchak, ouais on se bat. Également sur les débuts, Vic Records avait prévu une première pochette pour l'album où en fait on voyait une sorte de gravure où on voyait les membres du groupe. Cette pochette elle a été abandonnée, d'ailleurs elle avait une teinte violette et le groupe savait pas trop pourquoi. Ils en ont reparlé récemment sur leur Facebook en republiant la pochette en disant que c'était l'original à la base, et ils sont très heureux d'avoir fait appel à Andreas Marshall qui a complètement sauvé l'esthétique de l'album. Quelque chose qui m'avait échappé également, c'est que dans le morceau Stone Cold, on entend en fait des sampleurs de public qui sont en train d'applaudir, de chanter, de crier, d'encourager le groupe, et en fait ils leur ont demandé mais pourquoi vous avez fait ça, et Oskar a répondu que c'est toujours un truc qu'il avait voulu faire et que d'ailleurs Dio l'avait fait dans King of Rock and Roll, et il se disait que si lui avait pu le faire sur tout un morceau, et 30 secondes dans un petit morceau comme ça n'allait faire de mal à personne, et c'est toujours quelque chose qu'il a voulu faire. Il assume complètement s'être inspiré de Ronnie James Dio pour cette idée là. Enfin voilà, sur mes recherches un petit peu à côté que j'ai refaites sur Glory to the Brave, on avait dit que Patrick Raffling avait participé au championnat du monde de hockey sur table, et ça c'est bien confirmé, hein. J'ai trouvé des archives de l'équipe nationale de hockey sur table où Patrick Raffling est mentionné. Et voilà, bon ça c'était une petite recherche que j'ai faite, mais pour terminer l'interview du coup global où Oskar Droniak, on lui demande s'il pensait faire évoluer la musique, Oskar dit que bien sûr ils vont essayer d'ajouter des petites choses mais qu'ils vont rester fidèles à eux-mêmes, et c'est sur cette base là qu'ils vont commencer à composer Legacy of Kings. Et d'ailleurs il tease un peu l'album dans cette interview en disant que la majorité des chansons ont été écrites durant l'été 97 du coup. Voilà, ceci étant dit, donc ça permet un peu de consolider toutes les informations qu'on avait déjà sur les deux précédentes vidéos, dont les liens sont évidemment dans la description. On va maintenant un peu parler du contexte musical, parce que certes Hammerfall c'est le retour du heavy, du power, ça remet le métal traditionnel au centre de la scène, mais ça c'est non seulement un fantasme des fans, mais surtout un fantasme des labels. Hammerfall ils sont loin d'être seuls, il y a une flopée de groupes qui sont en train de pousser pour faire revenir tout ça. On avait étudié dans la première vidéo l'influence qu'avait eu le grunge et le néo-metal sur les performances commerciales, hein, tout simplement du heavy metal.
metal, et donc en fait ces groupes sont en train de remettre ça sur le devant de la scène, et sont surtout en train de remettre le power au devant de la scène. Dans les premiers qu'on peut citer, on les a mentionnés juste avant, c'est Stratovarius avec leur album Visions en 97, qui va véritablement les propulser sur la scène internationale avec des gros hits comme Black Diamond. Ils apportent une touche légèrement progressif mais surtout néoclassique à leur musique avec des gros claviers, et ça va être très intéressant. Et d'ailleurs le claviériste de Stratovarius est le frère de quelqu'un qu'on va rencontrer dans cette vidéo. Hop, on quitte la Finlande avec Stratovarius pour arriver en Italie où on rencontre le jeune groupe Rhapsody qui vont sortir leur Legendary Tale, et là pour le coup c'est à une dimension très symphonique et toujours classique, hein. Ça va être quelque chose qu'on va beaucoup retrouver sur les groupes de power italiens. Pareil, du clavier, des solos très typés néoclassiques, et ça va vraiment être une révolution, notamment à partir de leur second album qui vont sortir par la suite, Symphony of Enchanted-Land. En Allemagne, c'est le groupe Edguy qui va sortir un Kingdom of Madness en 97. Alors certes, le groupe n'a pas encore le succès international qu'il va connaître par la suite, mais déjà Edguy, on va les retrouver dans cette vidéo. Et surtout, là pour le moment, ils sont encore en train de tester des choses, ils tentent des choses un peu plus progressives, hein, très inspirées de Magnum, en utilisant des thèmes liés à la royauté, au contrôle, au pouvoir, à la tyrannie, pour essayer de critiquer la société actuelle. Là où Rhapsody va plus s'influencer de thèmes chevaleresques, inspirés voilà, des histoires de dragons, ce genre de choses. Edguy va apporter une dimension un peu théâtrale et opéresque à son métal, et c'est quelque chose qui est très particulier au niveau de toute cette scène qui arrive. Enfin, outre-Atlantique au Brésil, on a Angra qui est en train de révolutionner le power metal avec un duo de guitaristes absolument fou. Également, ils vont insuffler une dimension néoclassique dans leur solo, très légère, mais à côté de ça, il y a surtout une dimension progressive qui arrive avec le Holy Land, et surtout un petit côté folk où ils vont insuffler leur culture dans leur musique. Et enfin, au Mexique, on a également la formation Ira, qui anciennement s'appelait Coprofagia, qui jouait un thrash death, et en 97, ils vont sortir leur première cassette Equidad, avec une face A qui est toujours dans le thrash death, et une face B, qui pour le coup est un revirement total vers le heavy et le power metal. Donc on voit qu'en fait ce phénomène de retour du heavy et du power, il est complètement mondial. Alors tout ça c'est les petits nouveaux, hein, même si Stratovarius a quand même un peu plus d'ancienneté, on va dire que leur succès est quand même assez récent, hein, il date d'épisodes plutôt. Mais si on parle des gros mastodontes du métal, et bah ça continue, hein. Helloween, qui a fondé le speed mélodique, sort un Better Than en 98 que je trouve absolument fabuleux, et montre qu'ils sont encore capables de produire de grands disques, même si c'est pas un énorme succès commercial pour autant, hein, on est très loin de leur période Keepers. Gamma Ray quant à eux sort un Somewhere Out in Space en 97 que Patrick Ruffling, le batteur d'Hammerfall, va s'acheter et va s'écouter en boucle et va dire que c'est son album préféré de tous les temps. Gravedigger de leur côté vont terminer leur trilogie arthurienne, ils vont sortir en 96, 98 et 99 cette trilogie qui est Tunes of War, Knights of the Cross et Excalibur qui va être leur plus gros succès. Également Running Wild en 95 va sortir un Masquerade qui est loin d'être ridicule, hein, qui est même un bon retour. Ça va être suivi par un The Rivalry qui va être un peu plus boudé, mais ça montre quand même que le groupe est encore capable de sortir des bons disques et continue sur sa lignée qu'ils jouent depuis leur début. Et c'est dans ce contexte-là qu'Hammerfall va entamer l'écriture de son prochain album. Glory to the Brave a été un immense succès, hein. Il commence à être diffusé aux États-Unis et au Japon, et on approche des 100 000 copies vendues dans le monde. Ils sont également nommés aux Swedish Grammys Awards. Alors ça c'est assez rigolo parce que forcément ils l'ont pas gagné, mais en fait pour un groupe de métal, rien que d'être nominé dans ce genre de concours, bah c'est une victoire en soi, hein, vu que le métal n'est pas quelque chose qui est populaire. Et donc ça montre que le succès de Glory to the Brave a atteint même les médias mainstream. Mais cette victoire elle va être de courte durée parce que Nuclear Blast et Hammerfall, hein, évidemment, vont se dire qu'il va falloir battre le fer tant qu'il est chaud, et il va falloir sortir un album très vite pour confirmer leur statut de pointure du métal international. Le mood il est quand même particulier parce que forcément il y a une pression, il faut répondre aux attentes du label, il faut répondre aux attentes des fans, et souvent d'ailleurs en fait le premier album est très bon parce que les musiciens ont eu le temps de le composer pendant plusieurs années avant de se faire signer, ont déjà leurs idées en tête, savent comment les jouer en concert. Le deuxième album c'est souvent un truc que les labels demandent en mode allez faut le faire vite, et donc la composition est parfois bâclée, ce qui fait que le deuxième album perd en qualité. Mais Hammerfall ne sent pas vraiment de stress, hein. Ils ont une pression certes, mais ils la trouvent bénéfique. Ils se disent qu'il va falloir confirmer, et en fait ils sont extrêmement confiants dans leur manière d'approcher ce deuxième album. Et cette confiance va être à l'origine d'un des morceaux de l'album justement. Alors on va faire un petit point musicien. Les musiciens n'ont pas changé depuis la dernière fois. Oskar Droniak et Stefan Elmgren aux guitares, Joachim Kans au chant, Magnus Rosen à la basse et Patrick Ruffling à la batterie. Les musiciens ont énormément progressé entre Glory to the Brave et Legacy of Kings car ils ont beaucoup tourné, et notamment Magnus Rosen a apporté un talent assez énorme qui je pense a mis une impulsion sur les autres musiciens pour s'améliorer. Je pense que Patrick Ruffling et Stefan Elmgren ont des bons niveaux, hein, ils ont dû prendre des cours, surtout Stefan Elmgren hein, qui était même allé aux États-Unis pour progresser dans son instrument, là où Oskar Droniak pondait des gros riffs à la Accept mais n'avait jamais vraiment eu de formation.
je trouve que tout le monde a vraiment relevé son niveau entre le premier album et le second. Et donc c'est également la première fois que tous ces musiciens travaillent ensemble pour composer un album. Stefan Engrim l'a dit dans une interview que lui en fait il commençait un petit peu dans ce milieu, il essayait de trouver sa place, il ne s'imposait pas particulièrement et en fait il fallait un peu discuter avec Oscar pour savoir qui allait jouer quoi. Et il se dit qu'à cette époque il se souvient qu'il y avait eu 0 dispute, que tout roulait et que tout allait bien. De ce que je comprends, le mood était quand même excellent, malgré le fait que les compositions et les décisions sont orientées autour de 3 personnes. La composition aurait commencé avant Noël 1997, mais Oscar a un doute sur sa mémoire, c'est vrai que ça remonte tout ça. Et surtout, tout a été très rapide, parce que à peine ils ont sorti Glory to the Brave qu'ils avaient encore plusieurs tournées à finir, leur fameux Tour of the Brave, et donc il fallait en parallèle composer des morceaux, les mettre sur des cassettes, commencer à réfléchir pour une entrée en studio en avril prochain. Le processus de composition, il est encore orienté autour de Joachim Kans, Oscar Droniak et Jesper Strömblad. Et oui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il avait quitté le groupe, et ben en fait, il est toujours dans le groupe en tant que compositeur, juste il ne joue plus, voilà, de toute façon, Hammerfall a un batteur, et de toute façon, il n'a pas le temps avec sa carrière avec In Flames. Mais on va voir que ça, c'est très important, le mood global du groupe, c'est de garder tout ce qui a fait le succès de Glory to the Brave. On ne change pas une équipe qui gagne, et vu que Jesper était impliqué dans la composition de Glory to the Brave, et bah tout simplement il va être impliqué dans la composition de Legacy of Kings. Oscar raconte que leur manière de composer des morceaux à l'époque était assez particulière, même si c'est une technique qui je pense est assez répandue, c'est en fait Oscar et Jesper jouaient dans le salon de Jesper, tout simplement, et en fait ils jouaient des riffs, ils les répétaient, et en fait après ils allaient dormir, et si le lendemain ils avaient oublié les riffs, il les jetait parce que de toute façon, c'est que ça en valait pas la peine s'il les avait pas retenus. Mais un beau jour, voilà, Jesper pond un riff qui est absolument sublime. Ils sont tous en mode ah ouais, c'est bon, là on tient quelque chose. Il ne l'oublie pas ce riff. Le lendemain, il le rejoue. Et Oscar va poser un refrain là-dessus. Il arrive à improviser un refrain. Et ils se disent ah celui-là, faut qu'on le mette sur une cassette. Ils vont l'enregistrer et c'est ce qui va être la première démo de Heeding the Call. Et ça, on peut être très heureux qu'il ne l'ait pas oublié. Parce que c'est vraiment un des gros tubes de cet album. Alors qu'on a donc notre paire de compositeurs, Oscar et Jesper, qui jouent pas mal dans le salon de Jesper, et bah de son côté, Joachim Kans, il attend tranquillement dans son petit appartement, il attend les démos, il écrit des paroles, il réfléchit, il appelle très souvent les autres membres du groupe. Vu que c'était encore des gros téléphones, en fait il jouait à la guitare à travers le téléphone, ou alors Joachim Kans chantait à travers le téléphone et ça s'entendait pas trop mal. Apparemment aujourd'hui avec les smartphones c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Ce qui se passe aussi, un élément assez intéressant, c'est que Jesper Strömblad va souvent voir Joachim Kans pour composer avec lui, pour jouer ensemble, pour répéter. Et donc en fait c'est assez intéressant de voir que Oscar et Jesper, qui étaient les 2 potes à la base, qui avaient leur groupe avant Hammerfall et qui continuent de se voir, et ben on voit que Joachim Kans, qui est donc le chanteur, qui arrivait après, aussi très pote avec Jesper, et donc qu'il n'y a pas vraiment de polarisation entre Oscar et Jesper qui s'approprient le groupe. Joachim Kans est également très impliqué dans toute la composition. Et d'ailleurs cette alchimie entre Jesper et Joachim, elle va se retrouver sur un morceau que Joachim va inventer en étant sur un ferry. En fait, il était avec sa sœur et sa famille, et ils allaient, je crois, au Danemark. Et en fait, il lit un panneau qui dit Remember yesterday, think about tomorrow, live today. Donc, rappelle-toi d'hier, pense à demain et vis aujourd'hui. Et cette phrase, il va la répéter, répéter, répéter dans sa tête. Ça va le travailler pas mal, et puis un beau jour, alors qu'il est en train de prendre sa douche, il va avoir en tête le refrain de Remember Yesterday, et donc il va commencer à le chanter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va complètement sortir de la douche, complètement à poil, en fait, pour aller enregistrer l'idée qu'il vient d'avoir. Et ce qu'il raconte, c'est qu'il était au rez-de-chaussée, donc n'importe qui passait et regardait par la fenêtre l'aurait vu tout nu dans son salon en train de chanter. En plus, les parois étaient assez légères, donc tous les voisins ont dû entendre. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Jesper était à la porte en train d'attendre, et il était en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en rentrant, après, ils ont commencé à composer là-dessus, ce qui a créé la chanson Remember Yesterday, qui est coécrite donc par Jesper Strömblad et Joachim Kans. Oscar dira que c'est une de ses chansons préférées, il n'est pas crédité, il dit qu'il a aidé à 2-3 trucs sur les guitares, à 2-3 arrangements, mais qui n'a pas été crédité, et il dit que c'est vraiment une de ses chansons préférées, avec un message très fort qu'il aime beaucoup. Mais de son côté, Oscar, donc comme on a dit, il faut répéter la recette de Glory to the Brave, et ben en fait il se dit sur Glory to the Brave j'avais mon morceau Still Meets Still, et ben il faut que j'en refasse un. Et ce qu'on a dit, c'est qu'Oscar il est très confiant, il est convaincu qu'il a plié le marché de la musique. Voilà, premier album, ils sont en charte partout en Allemagne, en Autriche, ça a été un gros succès, ils ont fait des grosses tournées européennes, il se dit que c'est un dieu le gars, et en fait il va composer un morceau qui va s'appeler Stronger Than All, donc plus fort que tout. En fait il en reparle après, il dit qu'il aime beaucoup ce morceau parce que au final, même si ça peut paraître arrogant, en fait ça montrait la force qu'il avait, la motivation qu'il avait pour devenir musicien, et il aime beaucoup cette période, il aime beaucoup cette chanson parce que ça le rappelle
tout cet élan d'énergie qu'il avait à cette époque. Et c'est vrai que ce morceau il est quand même assez manowarien dans l'esprit, hein. On imagine voilà Conan le barbare là, avec les muscles huileux qui est en train de se dire ouais je suis plus fort que tout le monde. Morceau assez sympa qui d'ailleurs aura une petite anecdote cool dans leur tournée en Amérique du Sud. Un autre morceau qui a une anecdote assez folle et qui va faire que l'album Legacy of Kings aura 10 morceaux au lieu de 9 pour Glory to the Brave, c'est leur rencontre avec Andy Mack. On avait vu au préalable qu'ils avaient joué un concert avec Andy Mack pour jouer Ravenlord, donc une reprise du groupe d'Andy Mack, Stormwitch, et que pour eux ils étaient trop contents parce qu'Andy Mack c'était leur héros. Mais en fait ils racontent qu'ils l'avaient rencontré avant sur la tournée avec Tank et Raven, la première tournée qu'ils avaient faite après la sortie de Glory to the Brave, et en fait ça s'était très bien passé avec lui, une très bonne entente, eux ils étaient comme des fans qui rencontrent leur idole. Et de son côté Andy Mack il dit qu'il était très heureux de voir un groupe montant qui a repris Stormwitch, parce qu'en fait du coup ça a fait un peu redécoller son groupe, et il a pu le reformer en 2002. Amorphole par ailleurs raconte des anecdotes assez folles avec Andy Mack, une fois où ils avaient bu du chocolat chaud avec du whisky avec lui, une autre fois où ils avaient dû faire un concert qui avait été annulé parce qu'au final la salle était réservée pour un mariage et pareil Andy Mack était là. Lors du concert avec Tank et Raven, ils auraient pris une photo avec lui comme des jeunes fans qui rencontrent leur idole devant le tourbus. Donc voilà, c'est tout ce genre de petites histoires qui fait que l'entente est très sympa entre le groupe et Andy Mack. Andy Mack est bien sûr redevable envers le groupe de le réavoir propulsé un petit peu sur le devant de la scène. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'Andy Mack va leur dire écoutez les gars, j'ai un cadeau pour vous, j'ai composé une chanson. Cette chanson je l'ai enregistrée sur cette cassette, elle s'appelle In the End et voilà je vous la propose. Et Hammerfall écoute ça, se dit mais c'est trop bien quoi. On a une chanson composée par notre idole et ça va être incroyable. Il la réécrivent un peu, il l'appelle At the End of the Rainbow, qui va être donc la piste qu'on va retrouver sur l'album. Et ils vont demander en fait à un certain Bill Tsamis, donc le guitariste de Warlord, et également ils avaient fait une reprise de Warlord, Children of the Damned, sur leur premier album, et donc ce guitariste va leur proposer de faire un solo pour le morceau, et là ils se disent bah, c'est trop bien en fait, on a deux de nos idoles sur le même morceau, Andy Mack et Bill Tsamis, et du coup on va pouvoir boucler la boucle un peu et rendre hommage aux deux artistes dont on a fait des covers sur notre premier album. Donc Bill Tsamis envoie un solo, mais alors apparemment le solo était pas dans les temps en fait, en tout cas il était pas dans le même rythme que l'enregistrement original, ce qui fait que Fredrik Nordström a dû passer plusieurs jours à recaler toutes les notes pour que le solo sorte tel quel sur l'album. Et donc là on se dit histoire incroyable, tout s'est trop bien passé, nos idoles qui nous envoient un morceau, on va le faire sur l'album, tout est excellent, on va juste créditer nos héros et comme ça eux aussi ils auront cette petite reconnaissance d'avoir participé à l'album d'Hammerfall. Mais alors ce qu'ils savaient pas c'est que Andy Mack il leur a pas tout dit sur la création de ce morceau et on va voir après que ça a posé un gros problème. Hop, on s'arrête là un petit peu pour la composition des morceaux et on va s'intéresser aux artistes. On peut se dire qu'avec le succès de Glory to the Brave, il commence à avoir une vie un peu plus confortable avec de l'argent, et pas tant que ça en fait, parce que le label c'est un peu tout accaparé. Les musiciens ils comprennent pas trop, bon ils se peuvent organiser des tournées, ils sont nourris, logés, etc. Mais en fait ce qu'ils avaient pas compris c'est que du coup ils allaient gagner de l'argent au fur et à mesure chaque année avec les royalties, mais du coup ils n'ont pas reçu de grosses sommes d'argent dès le début, ce qui fait qu'ils sont encore dans une situation un peu particulière, notamment Joachim Kanz qui a toujours son travail chez le disquaire. Et d'ailleurs ça va poser un problème parce qu'en fait décembre 97 il y a normalement le Christmas Tour qui est organisé, et rappelez-vous en fait In Flames y avait participé l'année dernière et c'était d'ailleurs le moment où Jesper Stromblad avait donné à Nuclear Blast l'enregistrement de Glory to the Brave. Et donc en fait ce Christmas Tour il est censé être organisé avec Venom, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Joachim Kanz il se dit ok là je vais demander à mon boulot si je peux prendre des congés à cette période là, et le disquaire refuse en fait. Et donc Joachim Kanz se dit bon de toute façon c'est mon rêve de devenir chanteur, c'est mon rêve de devenir musicien, je vais quitter mon taf et je vais tout mettre dans cette tournée. Donc en fait voilà, il démissionne de son boulot, il se dit ok je me prépare pour la tournée, et la tournée elle est annulé. Ouais, super. En fait, ça s'est pas fait au final, donc Joachim Kanz se retrouve un peu tout seul dans son appartement en train d'attendre les démos qu'Oscar et Jesper lui envoient régulièrement. Et donc en fait, il peut se concentrer à 100% sur la composition de l'album et les concerts qu'ils ont prévus pour la fin d'année 97 et le début de l'année 98. La fin de l'année 97 se passe, en tout le groupe aura donné une quarantaine de concerts dans cette année 97 pour promouvoir leur Glory to the Brave qui a été un gros succès. En janvier 98, le Tour of the Brave, donc la tournée qui concerne Glory to the Brave, continue. Et d'ailleurs, en fait, ça va être leur première tête d'affiche où ils vont tourner dans plusieurs pays. Et en fait, ça va être ce moment-là, ils vont devoir expliquer aux promoteurs que malheureusement, ils n'ont qu'une quarantaine de minutes de musique et pour faire un concert en tête d'affiche, c'est très compliqué. Les promoteurs n'en ont rien à faire et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont devoir jouer plusieurs fois certains de leurs morceaux, dont notamment Children of the Damned qui joue en début et en fin de concert. Ça, j'ai jamais eu de confirmation, j'ai jamais trouvé d'enregistrement ou de lien sur cette liste.fm
pour confirmer ça, mais les musiciens l'ont mentionné plusieurs fois en interview, ils précisent notamment qu'ils jouaient plusieurs fois Child of the Dame. Je pense que c'est vrai, mais j'ai pas trouvé de confirmation ni d'enregistrement qui valide cette affirmation. Le 30 janvier 1998, il y a un concert qui est assez important parce que c'est au Music Us à Gothenburg, et en fait ce concert va être enregistré, ils vont garder certaines pistes pour le premier single qui va sortir de l'album, afin de montrer ce que le groupe vend en live, mais apparemment il y aurait eu un petit problème lors de ce concert. Ce concert il est joué devant plus de 500 personnes, donc le Music Us était complètement rempli, ce qui est quand même assez incroyable pour un groupe de heavy metal à l'époque. Et en fait ce qui se passe c'est que ce concert va avoir un gros problème technique. En fait c'est un certain Roger Johnson qui gère l'accordage des guitares. En fait il va se tromper, il va tout accorder un demi-ton en dessous. Il y a que la basse de Magnus Rosen qui est bien accordée parce que lui il accorde lui-même son instrument. Comme on a dit, Magnus Rosen c'est un gros pro. Et donc apparemment ça aurait été un problème pour Joachim Kanz de chanter correctement, parce que c'est très dur en fait apparemment de chanter quand t'as un demi-ton en dessous, ou que certains instruments sont un demi-ton en dessous, pour bien placer ta voix. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup ça va finir sur un enregistrement, cet album, on en reparlera juste après. Mais voilà, du coup ça a été une anecdote que Joachim Kanz a mentionné parce que ça l'avait un peu saoulé sur le coup. Les morceaux continuent d'être composés, hein. On rappelle que dans le duo de composition, on a un Joachim Kanz qui est plutôt fan du riff halloweenien, des envolées épiques et lyriques, et à côté on a un Oscar Droniak qui adore Accept et qui aime bien le riff, et en fait il va se dire, sur Glory to the Brave j'ai un morceau mid-tempo, Stone Cold, et bah il va me falloir un gros riff mid-tempo pour cet album, et c'est là où il va pondre le riff de Let the Hammer Fall. De l'autre côté, il y a un morceau également qui naît, Legacy of Kings, mais en fait, va y avoir un gros brainstorm entre les membres du groupe en salle de répétition. Ils vont tous réfléchir au nom de l'album, et finalement c'est Joachim Kanz qui va proposer Legacy of Kings, qui va également être donné au nom du morceau. Et donc en fait je pense que le principe tout simplement de Legacy of Kings, le nom c'était de reprendre Glory to the Brave. Voilà, on a Glory, Legacy, la gloire, l'héritage, voilà, c'est un peu des choses qui sont liées. Et également Brave et Kings, voilà, les courageux, les rois, etc. On reste dans le thème, on reste sur un titre qui est en 3-4 mots, avec deux noms communs qui sont assez marquant. Et donc Legacy of Kings a été très rapidement donné, hein. Je pense que c'était plus deuxième moitié de 97 que ça a été trouvé, parce que les membres du groupe insistent sur le fait que le nom a été trouvé extrêmement rapidement. Donc voilà, en fait on a déjà des morceaux qui sont enregistrés, des concerts qui sont enregistrés, l'album est complet, hein. Avant de rentrer en studio ils ont déjà tout composé, ils ont tout prêt, donc je trouve que le groupe a géré, hein, vu la fenêtre de temps qu'ils avaient. C'est très intéressant ce qu'ils ont réussi à produire pendant cette courte période de temps. Et donc ce qui se passe généralement, c'est que quand tu veux rentrer en studio, ce qu'il faut faire c'est répéter en fait avant. Faut apprendre bien tes morceaux, faut les connaître sur le bout des doigts pour passer le moins de temps possible en studio et ne pas avoir à répéter trop de prises. Alors ce qui se passe c'est que là on va voir qu'ils vont avoir énormément de temps pour rester dans le studio, mais ils sont quand même en train de répéter. Et au studio Fredman en fait au sous-sol il y a des salles de répétition, et en fait ils répétaient à côté d'In Flames justement. Et donc au bout d'un moment ce qui se passe c'est qu'ils ont répété leurs morceaux dans ces studios de répétition, et en fait ils ont enregistré tout ça, ils l'ont mis sur une DAT, et donc ils ont enregistré toute la musique, et après ils ont rajouté les solos et la voix. Ce qui se passe c'est qu'en fait cet enregistrement, Joachim Kanz il en parle en disant qu'il trouvait que c'était fabuleux, que le groupe avait une énergie absolument géniale dessus, et que tout simplement il adore cet enregistrement. Et ce qui se passe c'est qu'en fait plusieurs années après il va la donner à Stephen M. Graham qui va partir, il était censé lui rendre, ça s'est pas fait, au final il a récupéré quelque chose, mais c'était un son qui était en mono, qui était pas en stéréo, donc en fait ils sont jamais trop pu récupérer cet enregistrement, ils sont très déçus. En revanche sur l'édition 20e anniversaire de Legacy of Kings, en fait on retrouve des versions démo, répétition des premiers morceaux, et donc en fait on entend tout ça. Je suis pas un spécialiste voilà, de l'écoute non plus, mais en fait on entend très peu la voix, elle est très hors trait, donc c'est pas impossible qu'ils aient perdu des informations sur les morceaux qu'ils nous ont mis à disposition, mais je pense que ce sont les mêmes, et donc je pense que ces morceaux peuvent être écoutés sur l'édition 20e anniversaire de Legacy of Kings, que je n'ai pas malheureusement pour vous montrer. Enfin, le moment d'enregistrer tout leur travail vient. Ils décident de rentrer en studio en avril 1998. Évidemment, si vous avez compris un peu leur démarche, ils vont revenir au studio Fredman où ils avaient enregistré Glory to the Brave avec le même producteur, Fredrik Nordström. Alors évidemment, on peut se dire, ils veulent conserver le même son, ils veulent conserver l'expérience de Fredrik Nordström pour enregistrer l'album. Mais ce qui est mentionné aussi, c'est que Glory to the Brave, ils avaient des cacahuètes comme budget. Ils ont pas trop pu payer Fredrik qui a fait un énorme taf, qui a même fait des heures sup. Et donc pour eux, ça paraissait normal et ils se sentaient redevables de revenir voir Fredrik avec un vrai budget cette fois et de lui fournir un travail un peu plus de qualité et de pouvoir pousser la démarche jusqu'où ils n'avaient pas pu le faire sur Glory to the Brave. Également, la grosse différence par rapport à la fois d'avant, c'est que
là où Glory to the Brave a été enregistré en 2 semaines, et bah Legacy of Kings va être enregistré en 1 mois et demi, voire 2 mois selon certaines sources. Là, ils prennent complètement leur temps. Là où dans Glory to the Brave, on avait donc Oscar qui était en train d'enregistrer un morceau de guitare pendant que la batterie sur un autre morceau était fait dans la salle à côté, pendant que Joachim s'essayait de fredonner 2-3 trucs et d'apprendre les paroles. Et donc en fait là, ce qui se passe, c'est que ça va être beaucoup plus tranquille comme travail. On va le faire morceau par morceau, on finalise les morceaux un par un. On commence avec la basse et la batterie, voilà, tranquillement. Ensuite, on rajoute les guitares et on finit avec le chant de Joachim Cans. Pas la peine de faire des trucs en simultané, on a tout notre temps. D'ailleurs, Joachim Cans va tomber assez malade pendant l'enregistrement de l'album et va pouvoir se permettre de rentrer chez lui quelques semaines histoire de se reposer et de se remettre en forme et de revenir comme si de rien n'était. Il n'y a vraiment aucune pression sur cet enregistrement. Alors il y a quand même un petit souci qui se passe, c'est que le groupe a encore détourné de prévu et notamment Nuclear Blast leur a prévu des énormes festivals, impossible de refuser cette offre. Ils vont dans un premier temps aller au Metal Mania en Pologne, voilà, je vous mettrai les affiches histoire que vous voyez un petit peu l'envergure des concerts. Ils vont également aller au Dynamo Open Air aux Pays-Bas, au Sweden Rock Festival en Suède et au Monsters of Rock en Italie. Parmi les groupes avec lesquels ils vont participer à ces festivals, on retrouve Helloween, on retrouve Saxon, Motorhead, Van Halen, Alice Cooper et on retrouve aussi plusieurs formations qui sont assez récentes comme Lacuna Coil, Rammstein ou encore Dream Theater. Le groupe va encore une fois opter pour une reprise, hein. On avait Child of the Dane avant, là on va opter pour Back to Back de Pretty Maids, un morceau de Ivy absolument fabuleux. Alors, je pense qu'au début, ils se sont orientés sur Pretty Maids parce qu'ils adorent le groupe, mais ce qui se passe, c'est que je pense qu'Oscar a dû proposer Red Hot and Heavy parce que les premières moutures d'Hammerfall jouaient ce morceau, mais je pense que là, Joachim Cans est arrivé avec ses gros sabots et a dit non, on va jamais jouer Red Hot and Heavy, on va jouer Back to Back, ça correspond mieux à Hammerfall, et c'est un morceau qui est absolument génial. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans les choix des covers que vont faire Hammerfall. Oscar Drania qui va avoir une idée en mode oui c'est vrai qu'on pourrait jouer ça et c'est souvent Joachim Cans qui a le dernier mot en disant non faut pas qu'on joue ça, faut qu'on joue ça. Donc et pour le coup Oscar n'est pas du tout tyrannique, il fait confiance à Joachim Cans et d'ailleurs je pense qu'il y avait aussi ce côté où ils avaient fait confiance à Joachim Cans pour le premier album et bah du coup pour le deuxième ils vont également lui faire confiance pour vraiment changer le moins possible la recette. Et je peux pas donner tort à Joachim Cans, hein, Back to Back c'est vraiment un morceau qui sied très bien à un groupe de power et pour moi c'est un de mes morceaux préférés de Ivy de tous les temps. Donc je pense que c'était une très bonne idée et d'ailleurs je remercie Joachim Cans, je remercie Hammerfall de m'avoir fait découvrir ce morceau et ce groupe qui sont absolument fabuleux. Enfin la dernière anecdote c'est que le groupe a enregistré en dernier le morceau The Fallen One, un morceau extrêmement émouvant du groupe hein, qui parle voilà, des frères d'armes qui sont tombés, tout comme le faisait Glory to the Brave avant, également ça a une introduction au piano, tout comme Glory to the Brave avant, et pour le coup c'est Fredrik Nordström qui va jouer le piano, tout comme Glory to the Brave avant. Petite anecdote rigolote autour de ce morceau, c'est qu'à la base, avant d'entrer en studio, l'intro avait été écrite à la guitare, et au final ça s'est retrouvé avec du piano. Pourquoi il a été enregistré en dernier? Parce qu'en fait il fallait faire venir un piano dans le studio, pour pouvoir l'enregistrer, donc ils ont fait ça à la fin pour pas trop s'embêter à devoir l'amener et le déplacer pour ensuite enregistrer les autres morceaux. L'autre reprise que le groupe décide d'enregistrer c'est Eternal Dark de Picture, ils ne le gardent pas pour l'album, mais encore une fois ils se disent qu'ils vont aller déterrer un groupe qui est pas très connu, hein, Picture. D'ailleurs moi je l'ai découvert grâce à Hammerfall, et je trouve que c'est un super morceau, mais Oscar dira que là où les premières covers Hammerfall, donc Child of the Dane, Ravenlord et Back to Back s'y est très bien au son d'Hammerfall, et bah Eternal Dark ça leur fait un son qui est plutôt différent, hein, qui correspond pas trop au son du groupe, et moi je trouve que c'est super intéressant ce qu'il dit. C'est vrai que le morceau est un peu particulier, mais je trouve que c'est un très très bon morceau et j'ai vraiment adoré l'écouter. Là où Glory to the Brave laissait place au doute, laissait place à une incertitude vis-à-vis des ventes, où ils s'attendaient à un succès assez minime, et bah pour Legacy of Kings, ils sont super confiants. Ils ont un superbe album, très bien produit, hein. Tout le monde est très satisfait, Fredrik Nordström est très satisfait de sa production. Ils ont un super album, d'ailleurs Magnus Rosen dira que cet album il a un son extrêmement puissant grâce à Fredrik Nordström, et donc là ils s'attendent à un énorme succès contrairement à Glory to the Brave. Le groupe sort du studio avec donc la nouvelle galette de prête, la phase de mixing est gérée par Fredrik Nordström et ils vont finir leur dernier concert du Tour of the Brave, ils ne jouent aucun nouveau morceau, et ils attendent voilà, la sortie des premiers singles et albums avant de les inclure dans leur setlist. Donc le groupe est trop content, l'album est pressé, sauf que ce qui se passe c'est que là ils vont recevoir une lettre avec cachet d'avocat, un avocat qui représente un certain Martin Albrecht, qui est un ancien bassiste de
Stormwitch. Et là vous commencez à voir le problème, en fait le morceau qu'a proposé Andy Muck à Hammerfall, qui va devenir At the End of the Rainbow, n'est en fait pas que composé par Andy Muck, il est aussi composé par Martin Albrecht, et donc il va leur demander soit de retirer le morceau de l'album, soit de le créditer et de le payer pour les services qu'il a offerts au groupe. Là ça va être un gros problème en fait, parce qu'on est juste avant la sortie de l'album, et donc soit on annule tout, ce qui est impossible vu les sommes qui sont mises en jeu, soit en fait on va devoir le créditer et le payer. Nuclear Blast va gérer ça, ils vont devoir payer 60 000 Deutschmark, ce qui est représentatif environ de 30 000 euros, ce qui est quand même une grosse somme pour un groupe qui est en train de se construire. Et en fait, le groupe est quand même extrêmement agacé encore aujourd'hui du comportement de Martin Albrecht. Alors pas parce que il a réclamé ses droits, il avait complètement le droit, il avait la paternité du morceau avec Andy Muck, et donc ce qu'il réclame c'est complètement légitime. En revanche, ce qu'il n'apprécie pas, c'est que le gars a attendu le dernier moment pour envoyer un avocat et être sûr qu'il n'y avait aucune négociation possible, parce qu'en fait tout le processus était en place, et donc être sûr de récupérer le maximum d'argent. Donc Hammerfall considère que c'était quand même un sacré coup de couteau dans le dos de sa part, et également il trouve que Andy Muck a un peu abusé, a pas crédité son ancien camarade dans son groupe, et de ne pas prévenir Hammerfall qu'il y avait donc ce certain Martin Albrecht qui était dans l'écriture du morceau. Maintenant qu'on a parlé de toute la phase d'enregistrement de l'album, ce que je propose c'est qu'on parle tout simplement de la musique. Legacy of Kings a été imaginé comme le grand frère de Glory to the Brave. Tout a été repris pour réutiliser la même recette qui a fait le succès de Glory to the Brave, en essayant de tout améliorer, notamment dû au fait qu'il y a eu plus de temps passé en studio, donc plus de temps pour peaufiner. On reprend donc la même structure, un morceau d'intro, Dragon's Lies Bleeding versus Heeding the Call, voilà du power metal super efficace dès l'intro. Un morceau a été juste écrit par Oscar Daloniak, et ben on refait pareil, On a Still Meet Still versus Stronger Than All. Un morceau a été écrit par Joachim Kans, coécrit avec quelqu'un d'autre, et bah là on avait I Believe dans Glory to the Brave avec Peter Stalforth, là on a Remember Yesterday avec Jesper Stromblad. On avait un morceau mid-tempo Stone Cold sur Glory to the Brave, on a un morceau mid-tempo Let the Hammer Fall sur Legacy of Kings. On a 10 pistes sur Legacy of Kings versus 9, mais en fait, At the End of the Rainbow était proposé par Andy Muck, donc en fait ils ont rajouté cette piste, mais au final la structure aurait dû être 9 contre 9. On finit avec une balade au piano, et bah c'est pareil sur les deux albums, Glory to the Brave versus The Fallen One. Et on a évidemment la reprise de Warlord Child of the Dame sur le premier contre Back to Back de Pretty Mates sur le deuxième. Rien n'a été laissé au hasard, on a le même studio d'enregistrement, le studio Fredman avec Fredrik Nordström, on a Andreas Marschall sur les pochettes. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé essentiellement pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est que les musiciens ont acquis en compétences, ils sont bien meilleurs. Je pense qu'un riff comme celui de Dreamland n'était pas vraiment possible sur Glory to the Brave encore. On a également plus de liberté qui est donnée à Stefan Emgren qui pond des solos absolument génialissimes. Et on a surtout plus ces défauts d'enregistrement qu'avec Glory to the Brave. On n'entend plus Joachim Kans inspiré avant chaque phrase, ce qu'on entend sur Glory to the Brave. Sur Legacy of Kings, il n'y a plus du tout ce petit défaut de respiration. La production est bien meilleure, bien plus réfléchie, bien plus travaillée, et ça se ressent sur un album qui est très très bien fait. Également sur la session rythmique, on sent que Patrick Ruffling s'est beaucoup plus approprié les morceaux que sur Glory to the Brave. Patrick Ruffling avait été inclus dans le groupe juste avant l'enregistrement, donc il avait dû écouter les morceaux, voir les partitions et donner son maximum. Là pour le coup c'est lui qui a tout composé, donc c'est ses parties de batterie, et ça se ressent, mine de rien. Et l'autre chose c'est les parties de basse. Alors les parties de basse d'Hammerfall c'est pas les plus folles, il y a quand même une grosse différence entre Fredrik Larsen et Magnus Rosen, c'est que Fredrik Larsen joue au médiator et que Magnus Rosen joue au doigt, donc c'est quand même pour moi une différence qui est assez cool au niveau de la basse. J'aime bien quand les bassistes jouent à la main. Quand je dis que Legacy of Kings est le grand frère de Glory to the Brave, c'est pas de moi cette phrase, ça vient directement des musiciens. Ils trouvent que tout a été mieux fait, plus abouti, plus travaillé et plus soigné. Moi j'ai découvert Legacy of Kings en 3ème dans les disques d'Hammerfall que j'ai acheté, et j'ai été absolument subjugué par le groupe. Les deux premiers m'avaient un peu convaincu, mais j'étais en mode ouais c'est cool. Legacy of Kings pour moi j'étais en mode waouh, c'est vraiment un excellent album. Et ce qui m'avait vraiment marqué dès le début en fait c'était la reprise de Pretty Mates Back to Back, c'était également Dreamland, Heeding the Call, The Fallen One aussi, que moi c'est un morceau que j'adore, tout comme Glory to the Brave. Ces deux morceaux avec leur introduction au piano et qui sont des thèmes un peu nostalgiques et tout que moi j'adore absolument. Je peux dire à peu près avec certitude que Legacy of Kings c'est mon album préféré d'Hammerfall, même si le premier a des excellents arguments et que celui qui va suivre a un enchaînement de morceaux absolument sublime qui le place en tête dans la discographie de Hammerfall. Et pour le coup il y a un album récent de Hammerfall, Hammer of Dawn, qui pour moi se hisse à leur table parce que je le trouve absolument génial cet album. Même si ce n'est pas complètement le même son et la même démarche, mais bon ça on le verra quand on parlera de cet album dans très longtemps. Au niveau des paroles, évidemment on va pas du tout changer les choses. On parle de frères d'armes, on parle de combat, de la gloire,
de la bravoure, de ceux qui restent et ceux qui sont tombés. On parle de l'idéal du guerrier et de ce qu'il va laisser, son héritage. Au niveau des paroles, encore une fois, il y a des petites références que j'ai trouvées sur les morceaux. On voit le terme Stormbringer qui est utilisé et on voit également le terme Wings of Destiny, donc voilà. Pour moi, référence à Judas Priest. Deep Purple, je suis un peu moins sûr, mais vu qu'en fait le groupe avait parlé de Metal Heart et Metal Gods, donc de Accept et Judas Priest sur leur premier album, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des petites références calées par-ci par-là. Une autre chose intéressante, c'est que sur le morceau Stronger Than All et Heeding the Call, le thème des croisés, des croisades va être repris, et ça on s'en souvient, c'était sur le morceau Still Amid Still où ça parlait de ça. On sent que le groupe essaye de s'approprier un peu cette imagerie de gros chevaliers en armure qui se battent pour une cause, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir que ce thème, ils vont le réutiliser, et ils vont d'ailleurs le réutiliser encore et encore et encore sur leurs albums d'après. Et d'ailleurs, vu que Still Meet Still était le premier morceau créé par le groupe et par Oscar Droniak, et qu'il avait lui-même écrit les paroles où il parlait de Templiers et de croisés, et bah c'est assez rigolo de voir qu'au final, c'est un thème qui va finalement s'imposer. Donc c'était vraiment la première idée d'Hammerfall, la première idée de musique, et ça va s'imposer comme un thème assez abordé par le groupe qui va devenir leur imagerie avec leur Hector, le chevalier templier. Quand on regarde la pochette du disque, bah, les remerciements ils sont très intéressants. On voit que chaque musicien a sa petite page avec les remerciements et on va voir qui remercie qui. Alors déjà, Oscar Droniak qui remercie Fredrik Larsson, hein, l'ancien bassiste, donc c'est assez rigolo de voir qu'il reste en contact et qu'il lui apporte du soutien en le citant dans les remerciements de son album. Et également, il remercie Peter Stalfors et Niklas Isfelt. Je rappelle pour la petite anecdote, même si je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, Peter Stalfors avait coécrit un morceau sur Glory to the Brave. Il était ami avec Niklas Isfelt, un chanteur qui a participé au chœur de certains morceaux de Glory to the Brave. Et les deux vont en fait avec Fredrik Nordström, donc le producteur de cet album, et Gus G, fondé Dream Evil, voilà, un autre groupe de power metal suédois, dont je reparlerai probablement sur cette chaîne, un de ces quatre. Mais pour le moment, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ils sont remerciés sur cet album. Magnus Rosen, quant à lui, remercie son ancien camarade dans son groupe Billionaire Boys Club, Anders Johansson, et on va voir que ce remerciement il est pas du tout anodin. Stefan Engrim, c'est assez curieux parce qu'il remercie Joachim Kans, il remercie de lui avoir donné l'opportunité de rentrer dans le groupe, il est super reconnaissant, il est trop heureux de pouvoir vivre de la musique, de jouer, de partir en tournée. C'était son rêve et c'est grâce à Joachim pour lui qu'il l'a réalisé. Et enfin Patrick Roefling, pour changer, il va remercier tout Gamma Ray, donc il va remercier encore une fois son groupe préféré pour avoir sorti son album préféré, Somewhere Out in Space. On va maintenant passer à la promotion de l'album qui est assez intéressante. L'album est prévu pour le 28 septembre 1998 et la dernière fois, on se rappelle, Nuclear Blast avait proposé 2 clips pour Hammerfall et là cette fois ils vont leur en proposer 0. Pourquoi? Eh ben en fait ils savent pas. Les membres de Hammerfall se demandent, ils se disent mais Heeding the Call ça aurait été un super clip, on aurait une promotion de malade et tout. Une hypothèse de Joachim c'est que Nuclear Blast avait été particulièrement choqué par la nullité des 2 premiers clips d'Hammerfall. D'ailleurs Joachim parle de qualité de film pour adultes carrément. Et donc en fait selon eux il n'aurait pas eu de promotion. Alors une autre hypothèse possible également ça aurait été que la promotion vidéo n'aurait pas été utile pour Hammerfall sachant qu'ils avaient déjà le vent en poupe. Ou alors tout simplement qu'ils trouvaient qu'il n'y avait aucune musique qui avait un format adaptable à un clip vidéo. Donc voilà, on sait pas trop pourquoi mais il n'y a pas eu de clip pour Legacy of Kings. Bah moi je pense tout simplement ils auraient fait un clip pour Let the Hammer Fall mais ils auraient retourné toutes les scènes d'Europe, d'Amérique et du monde en fait parce que je trouve que ce morceau est absolument fabuleux. Mais voilà, c'est mon petit avis perso. At the End of the Rainbow aurait également pu être un bon clip mais on a vu qu'il y avait eu des problèmes légaux avec Martin Albrecht donc il y avait peut-être pas cette idée sur la table de le mettre en clip. Le 3 août 1998 va sortir le premier single de l'album, Heeding the Call. Alors là où Glory to the Brave avait eu son format shape, voilà, je vous le montre, histoire que vous voyez un petit peu le genre de produit que faisait Nuclear Blast à l'époque. Tac, hop là. Et bah Heeding the Call sort également sous ce format, alors moi je ne l'ai pas malheureusement, mais Oscar Deloniak le mentionne et dit que c'est son objet préféré de l'histoire d'Hammerfall, il trouvait que c'était trop stylé d'avoir ça dans le groupe, et donc ouais, Heeding the Call sort avec la première nouveauté du groupe depuis Glory to the Brave avec Heeding the Call, il y a la reprise de Picture Eternal Dark qui apparaît, et donc les 3 morceaux live au Musicus, rappelez-vous, le fameux concert où ils s'étaient accordés un demi-ton en dessous. Alors j'ai pas l'oreille très attentive pour ce genre de choses, mais il m'a pas semblé que les instruments étaient désaccordés, alors je sais pas si les musiciens se sont trompés ou si Fredrik Nordström a fait de la magie pour réarranger les instruments sur ce disque, mais moi je trouve que c'est des excellents morceaux et d'ailleurs pour moi ce single il est assez indispensable pour tout collectionneur d'Hammerfall. Le single il s'est directement inscrit dans les charts allemands en y restant à la 48e place pendant 3 semaines environ, en vendant 20 000 exemplaires, et pour vous donner un exemple, pour avoir une comparaison,
Le single Mirror Mirror de Blind Guardian s'est positionné à la 44e place, mais la semaine d'après il avait déjà disparu, donc c'est quand même une grosse performance qu'a fait Hammerfall face à un groupe qui est déjà très établi comme Blind Guardian. Ensuite, quelque chose que le groupe n'avait pas pu faire pour Glory to the Brave, mais que là qu'ils vont faire pour Legacy of Kings, c'est de faire une listening session en invitant des journalistes de Suède, d'Allemagne et d'Espagne. Donc 3 listening sessions sont organisées, d'ailleurs on peut en voir des extraits vidéo. On a donc des journalistes de Nuclear Blast, ok, mais aussi de Kerrang, de Ivy Odervas, de Rockhard, de Metal Hammer, Aftonbladet qui est donc le journal suédois, et All Access. Et d'ailleurs ce qui est assez rigolo, c'est que parmi les 3 dates qui ont été faites, il y en a une qui coïncidait avec l'anniversaire de Magnus Rosen. Donc tous les journalistes ont été invités au restaurant, bonne bouffe, bonne boisson, et du coup ils se sont mis les journalistes dans la poche, hein, évidemment, en faisant la fête avec eux, ce qui est très intelligent de leur part, parce que évidemment après ils ont eu des bonnes critiques, vu que les copains ont fait de la bonne musique, nous ont bien rassasiés. Donc on va leur écrire un bel article. Également quelque chose qu'Hammerfall avait fait pour Glory to the Brave, mais qui avait été beaucoup plus confidentiel, mais que là qui est beaucoup plus grand, ça va être une release party 9 jours avant la sortie de l'album, donc le 19 septembre 1998. C'est organisé à Göteborg en parallèle de la foire musicale suédoise, et donc ça va être un gros événement parce qu'il y a plusieurs artistes de la scène qui vont y participer. La soirée commence avec une reprise de Rainbow, Man on the Silver Mountain, avec comme batteur AC, un ancien batteur de Running Wild, qui jouait à l'époque pour Lacrimosa. Ensuite ils vont jouer Head Over Wheel d'Accept, mais là ce qui va se passer c'est qu'il y a carrément Udo D. Schneider qui va venir pour chanter avec le groupe, et également Mickey D de Motorhead qui va faire la batterie sur ce morceau, donc c'est quand même assez fabuleux ce qui se passe. Pour Joachim et Oscar, c'est un rêve devenu réalité, quoi. Ils jouent avec leurs idoles, ils jouent avec Udo Dirk Schneider d'Accept, Accept qui est un de leurs groupes préférés de tous les temps. D'ailleurs, je voulais aussi mentionner le fait que Magnus Rosen donc joue sur scène avec Udo Dirk Schneider, et il avait déjà joué avec Jörg Fischer dans son ancien groupe Billionaire Boys Club, ce qui fait qu'il aura joué avec 2 des membres les plus iconiques du plus gros line-up qu'Accept a connu. Enfin, la soirée se termine avec une reprise de Breaking the Law, où c'est assez fun parce qu'en fait tout le monde échange d'instruments. Il y a Oscar Droniak qui chante par exemple, donc c'est assez rigolo comme fin de concert. Et voilà, on arrive enfin à la sortie de l'album le 29 septembre. Donc Legacy of Kings sort sur tous les marchés les plus importants de disques, hein, Japon, États-Unis, Europe, etc. Là où Glory to the Brave avait eu un début plutôt cool, hein, pour un premier album d'un groupe de heavy, il s'était placé 38e en Allemagne et 46e en Autriche, et bah là Legacy of Kings va tout péter, ils sont 15e en Allemagne, 15e en Suède, 34e en Autriche et 71e au Japon. C'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant parce qu'ils ont réussi à toucher les charts japonais. Ils s'étaient pas hissés dans les charts suédois à l'époque, mais en fait avec le fait qu'ils soient du pays et qu'ils se sont fait connaître en Allemagne et donc après qu'ils ont pas mal tourné en Suède, ils ont bien évidemment monté. 15e en Suède, c'est quand même pas mal également. Alors certes, Glory to the Brave c'était l'album du début, il n'avait pas bénéficié de toute la tournée qu'a fait Hammerfall pour promouvoir son album et toute la renommée qu'ils ont acquise, mais c'est quand même une super performance pour Legacy of Kings. L'album est extrêmement bien reçu par la critique, par les fans, l'album est complètement acclamé, ça devient pratiquement quasi directement un classique. Le groupe va utiliser l'imagerie qu'ils ont eue sur leur pochette, donc l'espèce de roi chevalier dans son château. Ils vont mettre des briques sur scène pour avoir une ambiance un peu médiévale, et ils vont entamer une grosse tournée mondiale, leur première tournée mondiale en tête d'affiche, et c'est ce qu'on va essayer de raconter un petit peu. Cette tournée va s'appeler le Templar World Crusade, et va commencer par un premier segment qui s'appelle The Templar World Crusade Europe Tour. Alors elle était censée commencer une certaine date, mais en fait les promoteurs vont boucler 2 dates juste avant, une à Copenhague et une à Stockholm en première partie de Deep Purple, ce qui est quand même assez cool. Moi j'aime beaucoup Deep Purple, donc c'est fabuleux qu'ils aient réussi à tourner avec ce groupe qui est absolument culte. Mais donc la première date officielle de cette tournée, c'est au Markthal de Hambourg, où ils vont jouer en fait avec Primal Fear, donc le nouveau poulain de l'écurie de Nuclear Blast de power metal, avec notamment Ralph Shippers, l'ancien chanteur de Gamma Ray, et il y aura également les Italiens de Labyrinthe, et il y aura également les Australiens de Pegasus. Dans ce début de tournée, un des moments marquants, c'est quand il y a Kai Hansen et Dirk Schlatter, donc de Gamma Ray, qui vont venir sur scène pour jouer avec eux. I Want Out, ce morceau, ils l'auront joué 2 fois en tout dans leur carrière, et donc là c'était la première. Et donc en fait ça c'est pas du tout anodin, hein. Ce que je vous ai raconté c'est que pendant la release party ils ont joué Head Over Wheel de Accept, ils ont joué Man on the Silver Mountain de Rainbow, ils ont joué également donc I Want Out, et en fait ils vont se retrouver vers cette période au studio Hansen, donc à Hambourg, donc le studio de Kai Hansen, et en fait ils vont enregistrer tous ces morceaux parce que Nuclear Blast a chopé des deals pour des compilations hommages à des groupes, notamment Halloween avec I Want Out, Accept avec Head Over Wheel, et Rainbow avec Man on the Silver Mountain. Cet enregistrement, on va y revenir un petit peu après, mais il est très intéressant, il y a des archives sur YouTube qui existent de cet enregistrement, et notamment il y a Udo Dirk Schneider qui va venir chanter avec Hammerfall, Kai Hansen, et AC, donc l'ancien batteur de Running Wild et actuel Lacrimosa aussi, qui va les aider sur certains morceaux, donc c'est assez cool quand même de voir que Hammerfall arrive à jouer régulièrement avec leur héros. Donc cette première tournée européenne va être
assez conséquente, hein. Ils vont aller en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Belgique. Donc il y a quand même pas mal de pays qui sont visités, certains pour lesquels ils n'avaient jamais joué auparavant. Enfin, ils finissent cette tournée au Longhorn à Stuttgart et ils vont se préparer pour une tournée aux États-Unis de 28 dates en première partie de Death. Donc l'objectif de Nuclear Blast, c'est de mélanger les deux groupes de son écurie, un Death avec un Chuck Schuldiner qui se dirige de plus en plus vers le heavy metal, hein, qu'il apprécie, et donc en première partie on lui met un groupe de heavy également pour propager la musique de Hammerfall aux États-Unis, mais ça on va voir que ça va quand même poser un petit problème. Et donc ce segment de la tournée avec Death, là on va l'aborder, c'est quand même quelque chose qui est assez important dans l'histoire d'Hammerfall, je pense, et également pour comprendre en fait ce qui se passe historiquement, parce qu'en fait Hammerfall vont commencer à stresser, de se dire qu'ils vont être face à des gros fans de death metal qui veulent entendre du growl, qui vont entendre de la double pédale à tout va, et ils se disent avec notre heavy inspiré de cuir, de clous, de dragon, avec des chants aigus, on va se faire pourrir. Donc ce qui se passe c'est qu'ils rencontrent Death, l'entente est super bonne entre les deux groupes, hein. Il y a pas mal de petites anecdotes assez sympas, et notamment un jour il y a Joachim Kens qui va dire à Chuck Schuldiner, je la sens pas du tout cette tournée, enfin on va se faire pourrir, et Chuck Schuldiner lui a dit en vrai t'inquiète, faites votre musique, vous en foutez, de toute façon ce que moi je fais c'est du métal et ce que toi tu fais c'est du métal, donc on fait tous les deux du métal et, et les gens vont aimer. Et donc en fait ce qui se passe c'est que pour le coup j'ai trouvé des témoignages de fans de Death qui avaient participé à des concerts aux États-Unis avec en première partie Hammerfall, et notamment il y en a un qui disait qu'il s'attendait pas du tout à voir ça au début, mais que les gars c'était vraiment du métal, qu'il avait complètement adoré à 100% et que pour lui c'était une grosse prestation qu'avait fait Hammerfall. Mais de l'autre côté il mentionne que quand il y a des gens qui ont commencé à entendre chanter Joachim Kans, il y en a qui ont directement quitté la salle, ce qui montre que voilà, il y avait quand même encore certaines frontières entre le métal extrême et le revival du heavy, mais de toute façon ça c'est un comportement qu'on retrouve encore aujourd'hui, donc c'est pas nouveau, c'est pas d'hier, et bah en tout cas bien joué aux fans qui ont vu Hammerfall et Death dans la même soirée, parce que moi c'est un truc que je paierais très très cher pour avoir. Joachim Kans a partagé une anecdote assez rigolote sur Death et Hammerfall. En fait ils sont plusieurs fois sortis aller bouffer ensemble, et notamment ils allaient à un fast food qui je suppose s'appelle le Waffle House, et donc en fait ouais, il y avait des sortes de chapeaux en carton aux effigies de Waffle House qu'ils avaient, en fait ils se les sont mis avec leurs chapeaux comme ça, et ils auraient créé un groupe éphémère qui s'appelait The Waffleheads. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui est assez rigolote sur Hammerfall et Death. On se dit que c'est pas du tout probable, mais si ça s'est passé, l'entente entre les deux groupes était absolument géniale. Malgré les différences musicales, hein, on rappelle que voilà, ça reste quand même des musiciens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont à fond dans le métal. Très très important ces deux groupes pour la scène, et donc c'est assez drôle de voir qu'ils ont collaboré de cette manière. Enfin, une dernière anecdote rigolote, au bout d'un moment, le tourbus s'arrête à une aire d'autoroute, et Patrick Ruffling, donc le batteur, se dit tiens je vais aller m'acheter des sneakers, et donc il dit au gars du tourbus ouais je vais acheter des sneakers, attendez-moi je reviens. Et en fait le bus part, personne se rend compte que Patrick Ruffling est pas là, et le truc c'est que Patrick Ruffling il est sans téléphone, hein, il avait pas de téléphone, donc forcément il était complètement perdu, il savait pas quoi faire, donc en fait il a réussi à appeler sa mère, qui a appelé Nuclear Blast, qui a appelé Nuclear Blast USA, qui l'a fait dépêcher un avion pour rejoindre le prochain lieu du concert. Heureusement il n'y avait pas de concert le lendemain, donc ils n'ont rien eu à annuler, mais apparemment Patrick Ruffling il était pas très content de cette histoire qui est arrivée, donc ils ont oublié Patrick sur une aire d'autoroute. C'était assez con quoi. Donc c'est une anecdote ça que Joachim Kans a ressassé en interview. La tournée aux États-Unis se finit et l'année 99 arrive. Ils commencent par une tournée de 4 dates au Japon, et ils sont impressionnés par la qualité de l'organisation et l'accueil que leur fait leurs fans japonais. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait tourner au Japon, donc ils sont très heureux de le faire. Et ensuite ils enchaînent directement sur une autre tournée en Scandinavie et en Europe, et notamment avec Edguy en première partie. Alors si je devais donner mon avis personnel, Edguy a déjà sorti Theater of Salvation pour cette tournée, et Hammerfall à Legacy of Kings, pour moi les deux groupes sont à l'apogée de leur carrière, et je pense sincèrement que ça devait être des concerts qui étaient absolument complètement fous. Alors là je vous préviens, on va partir sur des sujets qui sont pas très drôles, parce que voilà, même si le groupe est parti en tournée et que c'est absolument un rêve éveillé qui vive, il s'est passé des choses qui sont pas très drôles pendant cette tournée, malheureusement. Ça va commencer un concert en Suède au Cartago Club, dans la ville de Sölvesborg. En fait, ils ont un nouveau tour manager qui s'appelle Lele Hildebrandt, qui prend la relève en fait sur la tournée. Ils ne le connaissent pas trop encore, mais c'est un gars voilà, avec qui ils ont parlé 2-3 fois, qui lui organise les concerts sur une certaine partie du pays. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire ce concert donc à Sölvesborg, et en fait Lele Hildebrandt est là dans la salle en train de les regarder. Il va quitter le concert en plein milieu parce qu'il avait quelque chose à faire, et en fait on va pas le retrouver. Et ce qui se passe, c'est que le groupe se dit bon bah il doit être alcoolisé, il a dû finir dans un hôtel ou quoi, et de toute façon il fallait qu'il reprenne la tournée. Donc il continue, et en fait on n'a plus de nouvelles de ce fameux Lele Hildebrandt. Une dizaine de jours plus tard, alors que des recherches ont été entamées pour le retrouver, on va retrouver une valise pleine de billets et son ordinateur portable
pas loin d'un lac et Lele est toujours porté disparu à l'heure actuelle. En fait, on l'aurait vu partir pour la dernière fois dans la voiture d'un certain Richard Nilsson qui était le promoteur d'un concert qu'il avait eu avant. Il y avait une histoire d'argent et Lele a probablement été assassiné par cette personne. On n'a pas de preuves a priori parce qu'on n'a pas retrouvé le corps, mais en tout cas la valise et l'ordinateur portable ont été retrouvés pas très loin de chez cette personne. Également c'est la dernière personne à l'avoir vu en vie, donc a priori il est quand même assez suspect. Et aussi un dernier élément, et ça qui est encore plus tragique, c'est que en fait cette personne, Richard Nilsson, a été arrêté pour le meurtre de 3 autres personnes pour leur avoir volé leur argent, donc c'est très probablement lui qui l'a assassiné. C'est quand même une grosse tragédie, ça a fait un coup au groupe, même s'ils connaissaient pas trop, ils avaient un peu une boule au ventre en apprenant ça, et surtout du fait que cette personne était père de 2 enfants, donc c'est quand même une histoire qui est très tragique. Et voilà quoi, il a rencontré un cinglé qui l'a assassiné pour lui voler de l'argent. Le gars a dû abandonner la valise en se disant qu'il allait être recherché et qu'il irait la rechercher plus tard, sauf qu'entre temps en fait un peu avant il avait assassiné 3 personnes, il avait été jugé pour ça, donc il a fait plusieurs années de prison. Et d'ailleurs en fait c'est une histoire qui continue un peu, là les autorités ont abandonné les recherches malheureusement. La famille a retiré la récompense pour retrouver la dépouille de Lele Hildebrandt, et en fait il y a quelques années il y a eu un retour de cette affaire parce que justement le meurtrier était sorti de prison et en fait là il est en dehors de la prison. C'est une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle en Suède. Et pour revenir sur le deuxième aspect tragique de cette tournée, c'est qu'en fait Patrick Ruffling, alors j'ai pas toute la chronologie en tête, mais j'ai pas non plus voulu trop creuser parce que ça concerne quand même sa vie privée et je pense qu'il y a des éléments qui sont pas voulus donner ou quoi. Mais en gros Patrick Ruffling, il va apprendre que sa mère est décédée à cause d'une saloperie de cancer et également que son frère est mort dans un incendie. Et en fait Patrick Ruffling il est en France à ce moment là quand il l'apprend. Et en fait il doit partir une semaine après pour une tournée au Brésil. Alors dans une interview il disait aux États-Unis, mais je pense qu'en fait ils ont peut-être dû voler aux États-Unis puis au Brésil. J'avais un doute si c'était en 98, mais je pense que c'était début 99. Et donc en fait le fait qu'ils doivent partir directement au Brésil sans pouvoir rentrer chez lui, aller voir sa famille et tout, je crois que ça l'a complètement brisé intérieurement. Ça va avoir des conséquences en fait sur la santé du groupe par la suite. Je suis un peu rentré dans les détails, mais voilà, c'est quand même des choses qui sont pas très marrantes. C'est important quand même d'en parler pour comprendre un peu le contexte de cette tournée avec Edguy. Mais voilà, il y a des choses vraiment pas marrantes qui se sont passées et c'est pas du tout ce qu'on imagine, hein, la vie de rockstar où les gars devaient faire la fête tous les jours et tout. Non, il leur arrivait quand même des sacrés drames pendant cette tournée. Enfin, pendant cette tournée en Suède dont on parlait, il y a eu 4 dates où Udo Der Schneider les a rejoints, donc le fameux ex-chanteur d'Accept. Ils sont très contents, sauf ce qui se passe, c'est que Joachim Kahn chope une infection très sévère à la gorge, suivie très rapidement par Magnus Rosen, et tous les membres du groupe et du staff vont en fait contracter cette maladie de manière plus ou moins grave, ce qui fait que c'est dans des conditions assez catastrophiques qu'est fait cette tournée en Suède avec Edguy. Il y a certaines dates qui sont annulées, ou alors des dates où ils ont vraiment dû galérer à le faire, donc les concerts devaient être très très durs, hein, avec genre 40 degrés de fièvre, quelque chose comme ça. On raconte que Stefan Engren c'est le seul un peu qui a tenu un des concerts où il était en train de jouer, il se donnait à fond et au bout d'un moment il est allé vomir et il est revenu continuer son concert. Donc vraiment un dieu du rock le gars, Stefan Engren, chapeau. Donc voilà, ouais, il y a eu aussi ces histoires de maladies qui ont un peu entaché en fait cette tournée. Enfin, un dernier petit point qu'on peut mentionner, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de date en Grèce, hein, alors que sur la tournée de Glory to the Brave ça avait été un gros succès. Il n'y a pas eu de date en Grèce et les membres du groupe se sont demandé pourquoi. Et en fait apparemment ils se sont dit que c'est peut-être les promoteurs de là-bas qui avaient refusé plutôt que Nuclear Blast qui avait pas eu envie qu'ils tournent là-bas. Donc voilà, petit point d'interrogation, mais pourtant ils avaient plein de fans en Grèce et leur concert avait été sold out la première fois qu'ils y étaient allés. Donc ils se sont posé la question de pourquoi. Petite anecdote rigolote concernant Edguy, c'est que Edguy et Hammerfall ont eu un petit CD édité à quelques exemplaires, Not for Sale Promotion Only, où en fait on a donc des morceaux d'Edguy et des morceaux d'Hammerfall sur une petite compile. Voilà, je vous mettrai la pochette. Ça c'était une exclusivité à la France, ça devait être NTS qui avait dû faire ça, et d'ailleurs ils avaient fait aussi ce petit objet de collection que j'ai récupéré à 500 exemplaires seulement. Donc voilà, ils aimaient bien faire ce genre de petits coups de promo. Donc le groupe commence sa tournée au Brésil et en fait le 2 avril 98 il va y avoir une petite particularité parce que lors du concert ils vont jouer une reprise de Sleep de Savatage. Donc anecdote assez rigolote, ils rendent hommage à un groupe qu'ils aiment bien. Et je sais pas pourquoi ils ont juste joué ce morceau sur ce concert en particulier, mais voilà, c'était au Brésil. Et ce qui est assez intéressant également, c'est le concert du 3 avril 98 au Chili. C'est un concert absolument fou, en fait ils étaient censés tourner avec Arch Enemy et Dayside, hein, décidément Nuclear Blast les faisait tourner avec n'importe qui. Et en fait Dayside a annulé au dernier moment, ce qui se passe c'est que du coup ils sont passés d'un show de 50 minutes à 1h30, où en fait ils ont dû jouer énormément de morceaux, ils ont dû jouer des reprises. Donc ils ont refait leur Breaking the Law en inversant les musiciens, ils ont fait Man on the Silver Mountain encore une
une fois avec AC, l'ancien batteur de Running Wild et actuel Lacrimosa, je me répète, à la batterie, parce qu'en fait il devait agir comme une sorte de promoteur ou alors de technicien pour le groupe à ce moment-là. Et Joachim et Oscar se souviennent très bien de ce concert parce qu'ils trouvaient que les fans d'Amérique latine avaient une énergie absolument folle, hein, c'est vrai qu'ils ont cette réputation. Et en fait notamment Oscar se souvient que quand il a joué Stronger Than All, donc son morceau, il y avait tout le public qui chantait encore le refrain d'intro et donc ça a été un gros souvenir pour lui de voir sa musique chantée par des milliers de gens. Donc voilà, on avait dit que Patrick Raffling traversait un drame dans sa vie et en fait vers avril 99, d'un commun accord avec le groupe, ils se disent que c'est plus possible, en fait il a plus l'énergie qu'il devrait donner au groupe, il a plus la motivation, il est déprimé et donc il décide d'arrêter le groupe. Et c'est vrai que les autres membres du groupe sont plutôt en mode ouais, il faudrait qu'ils prennent une pause, et donc il quitte définitivement le groupe vers avril 1999. En fait il aura fini la tournée avec Hammerfall de ce que j'ai compris, avant voilà, de retourner chez lui. Et en fait ce qui se passe c'est que donc il leur fait un nouveau batteur et Magnus Rosen il dit bah ça tombe bien, j'en connais un qui est excellent même, et en fait c'est Anders Johansson, le fameux batteur qui remerciait dans le livret de Legacy of Kings, donc la boucle est bouclée. Anders Johansson rejoint le groupe dans un premier temps comme batteur live, et en fait là, apparemment l'entente est excellente avec lui parce qu'il a pas mal d'humour, il a une bonne énergie, il a une bonne méthodologie, une bonne rigueur dans son travail, ce qui fait qu'en fait il va devenir très rapidement une pièce essentielle du groupe et ils vont lui proposer un poste à temps plein vers la fin. Alors là je vous parle d'Anders Johansson comme si c'était n'importe quel batteur, mais alors pas du tout. Anders Johansson c'est un très grand musicien. Déjà c'est le frère du claviériste de Stratovarius et c'est le fils d'un jazzman qui est très connu, Jan Johansson. Donc notamment dans ses faits d'armes, Anders Johansson il a joué avec Yngwie Malmsteen notamment sur l'album Rising Force. Donc voilà, déjà c'est un gars qui est légendaire, il a joué avec Magnus Rosen et Jörg Fischer dans le Billionaire Breaks Club. Et même si c'est pas un groupe qui a fait énormément de parler de lui, de jouer avec un guitariste d'Accept, forcément ça fait plaisir. Et ça montre que le groupe n'est pas du tout imperméable au fait que quelqu'un comme Magnus Rosen, qui est arrivé récemment dans le groupe, puisse amener une de ses connaissances dans le groupe, donc il renforce un petit peu son influence, et donc la session rythmique est littéralement dans Hammerfall la plus qualitative qu'ils aient jamais eu, quoi. Avec Magnus Rosen et Anders Johansson, c'est absolument phénoménal ce qu'ils ont deux très grands musiciens. Donc pour parler un peu du monsieur, il est né à Stockholm, il a grandi à Malmö, il perd son père à l'âge de 14 ans, son père donc le fameux jazzman Jan Johansson, il commence à jouer du piano, mais après un accident de vélo, il se met à la batterie. En 1984, il quitte la Suède pour rejoindre son frère James Johansson aux États-Unis pour rejoindre le groupe d'Yngwie Malmsteen, donc ils font 5 albums, 5 tournées mondiales énormes, tout se passe bien. Également avec son frère, il va créer des groupes de jazz fusion, The Johansson Brothers, il va avoir son label Heptagon Records, donc le mec c'est un gros mélomane, hein. En plus de la batterie, il sait jouer d'autres instruments, donc il est assez impressionnant. Il va collaborer avec d'autres artistes, hein, notamment Mark Bowles et Jörg Fischer dans Billionaire Boys Club, et donc Magnus Rosen. Donc c'est comme ça qu'en fait il a connu Magnus, et donc il a reçu une invitation pour jouer pour Hammerfall. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte-là que Anders Johansson a rejoint le groupe. Encore une fois, c'est un musicien d'exception, tout comme Magnus Rosen, qui va augmenter la qualité musicale du groupe et donc proposer une musique de plus en plus technique et intéressante. À peine Anders Johansson fait 2 concerts avec le groupe qui vont déjà en studio enregistrer une autre cover, Run with the Devil de Evilot, pour une compilation de reprises des grands classiques du heavy metal suédois. Et la petite anecdote rigolote, c'est qu'ils vont l'enregistrer au Thunderlord Studio, donc le même studio où a été enregistrée la piste originale. Là, le groupe recommence à faire énormément de concerts, hein, quasiment toutes les semaines ils en ont plusieurs. Ils refont des festivals, il y a notamment une date dans le nord de la Suède, à Offenbach, où en fait le plafond est trop bas pour leurs effets pyrotechniques, donc en fait ils vont retirer le plafond et en fait ils vont geler carrément parce que c'est la Suède, donc ils auront eu leur effet pyrotechnique mais ils avaient les doigts gelés pour jouer, donc voilà. C'est une petite anecdote qui raconte. Ils participent à l'Eurometal 99 en Espagne, le Gods of Metal en Italie, le Sweden Rock en Suède, le Roskilde au Danemark, le Bangor en Allemagne, hein, rappelez-vous le Bangor où ils avaient notamment joué avec Andy Muck l'année précédente, et le groupe va arrêter sa tournée symboliquement à Göteborg, là où tout a commencé mine de rien, là où ils ont fait leur première répétition tous ensemble avec Joachim Kant, et ils vont jouer aux côtés d'un groupe qui s'appelle Ravlar Anama, donc un groupe local, et voilà. C'est comme ça que la boucle est bouclée de cette énorme tournée mondiale, où ils ont pu visiter 4 continents, 20 pays et 10 mois de concerts extrêmement chargés. Les musiciens sont fatigués et un peu de repos, ça va leur faire du bien. Le 2 août 1999 quand même, le single I Want Out sort. Hop là, il est là. En fait, à la base, ça devait être pour une compilation de covers d'Halloween, mais au final, Nuclear Blast a annulé cette idée, donc ils ont quand même sorti un single. Ce qu'ils voulaient, c'était remercier leurs fans et donc le mettre à des petits prix. Sauf que forcément, les disquaires en voyant ça, ils l'ont mis au même prix qu'un CD single, comme Heeding the Call. Donc il y en a qui se sont fait une petite marge dessus, mais c'est quand même un disque qui est assez sympa. Il y a Kai Hansen, il y a Udo Dirkschneider, il y a ici Ex-Running Wild. On voit que Anders Johansson est crédité, alors que c'est pas lui qui joue, hein, pour le coup. Si vous regardez les vidéos de l'époque, on voit Patrick Raffling dans le studio d'enregistrement. Et donc ce disque va contenir I Want Out avec Kai Hansen et Udo,
At the End of the Rainbow et Man on the Silver Mountain avec AC. Il y a en plus de ça un petit clip de Glory to the Brave, là le premier clip qu'ils avaient sorti. Le 9 août 1999, le groupe ne s'arrête pas et sort une VHS The First Crusades où en fait ils vont récapituler un peu tout leur début, toutes leurs premières années. Donc ce que j'ai fait plus ou moins au cours de ces 3 vidéos, ça sera intéressant de voir un peu le contenu de ce DVD par la suite, mais ça va pas être le sujet de cette vidéo, on va se concentrer surtout sur Legacy of Kings et les singles qui l'ont entouré. Enfin, une autre anecdote qui est assez rigolo, c'est une histoire avec Joachim Kahn, c'est Bruce Campbell. En fait, avec le fan club de Hammerfall en Suède, il a réussi à obtenir le contact de Bruce Campbell, donc acteur de Evil Dead. Il a commencé à avoir son mail perso, donc il lui a envoyé un mail, Bruce Campbell lui a répondu. Et ce qu'a fait Joachim, c'est qu'il lui a envoyé une sorte de paquet, donc avec Legacy of Kings, Heeding the Call et le single I Want Out, en lui disant ouais, ça serait trop sympa que tu fasses une petite review de notre musique pour notre fanzine, ça ferait trop plaisir aux fans et ça serait assez rigolo. Et le gars a dit pas de problème. Et donc dans sa chronique, il dit ouais bon, la musique c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'adore l'énergie que produit le groupe et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui est rigolo. Joachim Kahn, s'il en parle, il est trop fier parce qu'il est assez fan de l'acteur. Donc voilà, plutôt rigolo qu'il ait écrit cette chronique pour Hammerfall. Voilà, donc comme j'ai dit, fin de tournée, c'était le 26 août 1999, le groupe va se reposer. Et moi aussi d'ailleurs, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je pense qu'on a énormément abordé de sujets. Je vous mets ici la setlist à peu près générale qu'avait le groupe en cette année 1999, donc on va voir comment ils ont mélangé Glory to the Brave et Legacy of Kings. C'est pas très intéressant de l'avoir en 1998 parce qu'en fait il y avait une partie de la tournée qui était sur encore Glory to the Brave, donc on n'a pas exactement les statistiques définitives, mais on voit qu'en fait au niveau des morceaux il y a des choses intéressantes. The Fallen One n'a jamais été joué en live, Dreamland a été joué seulement 17 fois, et d'ailleurs c'est dommage parce que c'est un morceau que j'adore. Warrior of Fates a été joué 13 fois, Remember Yesterday n'a été jouée que 12 fois depuis le début du groupe, en tout cas elle a été listée que 12 fois dans les archives de setlist.fm, et d'après Oscar, Let the Hammer Fall est le morceau qu'ils ont toujours joué en concert depuis qu'ils ont sorti Legacy of Kings, d'où le côté tubesque de ce morceau est absolument indispensable dans une setlist d'Hammerfall. Legacy of Kings est une des plus grandes pages de l'histoire du power metal, c'est un album que j'adore absolument et j'espère que j'ai pu vous restituer la majorité des informations qui concernent la sortie de cet album absolument culte avec sa pochette d'Andreas Marshall qui la rend unique, album plus abouti que Glory to the Brave, mais on peut repartir à Glory to the Brave que ça a propulsé Hammerfall sur la scène internationale, mais Legacy of Kings a complètement confirmé leur statut et c'est un des albums les plus cultes du power metal que je ne peux que vous recommander. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je suis désolé pour ceux qui ont commencé à suivre cette série et qui attendaient cet épisode. Ça a attendu 6 mois, comme j'ai dit j'ai eu des problèmes un peu perso, professionnels, énormément de pression et également en fait je voulais un peu développer ma chaîne donc j'ai fait d'autres formats de vidéos, mais j'avais jamais abandonné en fait cette idée, j'y revenais toutes les 2 semaines, 3 semaines, je travaillais 1 heure dessus. Et là, ces derniers temps, j'ai accéléré pour enfin finir ce script. J'espère que j'ai pas eu trop d'oubli, mais je sens que à peine je vais commencer à bosser sur Renegade, et il y aura des petits soucis parce que je vais me rendre compte que j'ai dit des conneries ou que je vais faire des corrections, mais je les corrigerai dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour augmenter le reach de cette vidéo et permettre à plus de fans d'Hammerfall de la découvrir. De mettre un petit commentaire si vous avez apprécié ce travail, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais il y a moyen qu'elle fasse 1 heure. Je sais pas encore, faudra que je fasse tout le dérush et tout, mais là c'était énormément de travail. Je suis fier d'avoir pondu cette vidéo enfin. Parce que voilà, en fait j'ai mes 2 premières vidéos qui sont là depuis le début et je suis en la 3e faudrait qu'elle sorte. J'espère qu'elle aura un petit peu plus de succès que les 2 premières, maintenant que ma chaîne a un petit peu grandi et que j'ai un peu gagné en qualité de diction, de montage, etc. On va bien voir, et au pire si ça marche pas, c'est pas grave, ça reste quand même des contenus qui seront visionnés par des fans sur le long terme. Merci énormément de m'avoir regardé, merci énormément de m'avoir écouté, d'avoir écouté ces anecdotes autour de cet album qui est absolument fou. Si vous voulez un peu plus d'informations, j'ai une vidéo collection où je montre énormément d'objets d'Hammerfall, notamment de la période Legacy of Kings, où je présente cette box qui est extrêmement intéressante d'un point de vue historique sur l'histoire du groupe. Voilà, je vous mets le lien avec l'affiche, etc. Et n'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos si vous voulez vous remettre en mémoire certaines anecdotes. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur le DVD First Crusade, histoire de me faire une petite pause et de pouvoir faire un récapitulatif de ces 3 vidéos. Et ensuite on attaquera évidemment la sortie de l'album Renegade, qui est un album que j'adore aussi énormément, mais j'ai un petit doute sur le fait que j'aurai autant d'informations à vous proposer pour cet album, sachant que plus le temps passe, plus le groupe en fait trouve un rythme de croisière, fait studio tournée, et en fait il y a de moins en moins d'anecdotes intéressantes à raconter, si ce n'est des changements de line-up ou ce genre de choses. Merci encore une fois et on se dit à très bientôt, allez ciao.